Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue autant pour moi à cette édition de la quotidienne, la première livraison comptant pour cette autre semaine du mois de janvier. Nous sommes le 15. Ceci dit, nous avons brûlé déjà une bonne quinzaine de jours. Bonjour Jonathan. Bonjour ma soeur Lida Lidi, bonjour à tous les Africains qui sont déjà scotchés, les panafricanistes convaincus, ceux-là qui portent la lutte. Bonjour à tout le personnel Pan-African Media, surtout à son illustre PDG, Monsieur Bachir Mohamaladan, qui est en visite professionnelle dans le cadre de ses activités diplomatiques au niveau de Bangui. Et donc, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs via le satellite désormais Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie disponible, mais également via nos différentes plateformes, notamment Facebook, YouTube, mais également, on va le dire, présent aussi sur Twitter et sur notre site Pan-African Media pour toutes les informations en mode article rédigé par la rédaction centrale de Pan-African Media. Et donc aujourd'hui, un sujet principal qui renvoie effectivement à l'unité et surtout à la souveraineté africaine et bien évidemment aux relations de bon voisinage. Quand ça ne va pas, on le dit très souvent, le linge sale se lave en famille. Et donc, c'est bien sûr du côté du Burundi et du Rwanda parce qu'il y a un frère qui a décidé de fermer ses frontières avec l'autre frère. Pourquoi ce regain de tension? Nous en parlons dans le cadre de cette édition, la quotidienne. Et c'est avec vous, Jonathan Batengene. Une fois de plus, bonjour. Bonjour, ma sœur Linda. Mais bien avant, je crois que nous allons prendre le coup de gueule. Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. De retour sur ce plateau avec vous, Jonathan Batengene, le coup de gueule nous conduit aujourd'hui. Le coup de gueule, il nous conduit toujours au Cameroun et nous saluons, c'est un coup de gueule à l'égard des élites de Bagam, parce que ce problème de Bagam a été porté par le président Bandakani de bout en bout jusqu'à ce qu'il connaisse un revirement tout à fait salutaire ces derniers jours. Ce revirement salutaire, c'est celui suivant lequel une note du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a adressé à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest une demande de levée d'écrou d'un digne Camerounais qui est actuellement qui était écroué à la prison centrale de Bafoussam. Cette demande est suivie d'une injonction à ne plus avoir d'interférence ni de l'administration ni des élites de l'Ouest dans la succession du chef de Bangam. Pour rappel, en fait, depuis le décès du chef de Bagam, il y a une bataille entre un usurpateur porté par l'ensemble des élites de Bagam, notamment le ministre des Travaux publics, M. Nganou Djoumessi, et un ensemble d'autres acteurs avec un lugubre projet de faire de cet usurpateur une sorte de petit pion, un larbin local qui sera employé pour toutes les basses besognes. Ça peut être la prédation foncière, ça peut être le détournement de projets qui sont orientés vers le village, ça peut être d'autres éléments comme le soutien du village dans des actions, dans des moments difficiles, parce qu'on sait que le ministre Nganou Djoumessi est constamment mis en difficulté dans le cadre de ses activités ministérielles. Il est soupçonné d'un ensemble de réalisations inachevées ou bien de réalisations non réalisées
il y a beaucoup de marchés publics qui sont passés de gré à gré par son fait. Parfois, il passe le marché à une entreprise et lui-même n'a même plus la capacité de souvenir sur cette entreprise. Donc, tous ces méfaits peuvent faire l'objet dans les jours à venir de procédures judiciaires ou bien de procédures disciplinaires au sein du gouvernement. Et on sait tous que les moyens de pression dans ces situations-là, c'est parfois l'utilisation du village. On crée avec le village une sorte de retour aux sources où les villageois sont associés via un mémorandum qu'ils adressent généralement au chef de l'État, via le sous-couvert, le chef de village, qui lui-même porte parfois la lettre et va jusqu'à la présidence. Donc, M. Nganou Ndjoumessi et sa clique d'élite complice à l'ouest ont voulu donc manipuler pour avoir un usurpateur à la tête de Bagam, puisque c'est son village. Le ministre secrétaire d'État... C'est dans les Bamboutos. Dans les Bamboutos. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, a reçu des hautes instructions du président de la République que l'un des inculpés dans cette situation, l'un des prévenus dans cette affaire, soit libéré. Et il est libéré pour que lumière soit faite sur la succession du chef de Bagam. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'allégresse. Nous espérons que cette décision va être suivie à la lettre, que les interférences remarquées n'auront plus lieu, que la commission conjointe présidence de la République, Minat et la région qui va être constituée, que cette commission conjointe va faire la lumière, va permettre de finalement aboutir à la désignation d'un véritable chef, le chef légitime, le chef qui, selon les coutumes et les traditions à Bagam, ce chef qui mérite de gouverner, de continuer la garde des manes ancestrales, mais surtout de la tradition des fils et filles de Bagam. Pas cet usurpateur qui a été brandi et qui se voyait déjà chef, faisait arrêter les gens, les faisait tabasser et prenait des décisions qui montraient très clairement que ce dernier était dans l'imposture. Donc, notre coup de gueule, c'est à l'égard de ces élites, de ce gouverneur et de tous ceux qui ont mouillé dans cette usurpation. Et nous saluons la décision qui a déjà été prise par les autorités, comme quoi, parfois, les autorités écoutent et les autorités prennent la mesure des choses. Voilà un symbole de ce que le Cameroun est aussi une république qui marche. Alors, mais Jonathan, pour rester un temps soit peu sur ce coup de gueule, mais est-ce que sur le plan judiciaire, il n'y aurait pas quelque chose de prévu pour des usurpateurs ou encore des personnes qui sont devenues des experts en abus de pouvoir? À la fin de la procédure, dès que le chef légitime sera désigné, parce que nous savons que nous avons confiance que cette procédure débouchera sur la découverte de la vérité, eh bien, le chef légitime sera en droit de porter plainte à tout ce monde-là que vous avez cité, l'usurpateur, ainsi que toutes les élites qui ont mouillé dans l'affaire. Mais vous savez, généralement, un chef, c'est aussi le dépositaire et le symbole de la justice. Donnera-t-il le flanc à la rancœur, à la vengeance, à la division des fils de Bagam? Là est toute l'interrogation et nous nous en remettons à ce moment-là à la sagesse du chef, un père de famille d'abord, un père de tout un clan, un père de toute une tribu. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene. Demain, ce sera un autre jour, avec forcément un autre coup de gueule, mais il va quand même s'en dire, hein, ou du moins c'est indéniable. Les abus de pouvoir courent les rues au Cameroun, un peu plus dans l'arrière-pays, on va le dire ainsi, parce que là-bas, même le chef de bloc a son mot à dire. Et il y a la fameuse phrase « Tu sais qui je suis ?» Monsieur Jonathan. Oh ben ça, on découvre ça avec ceux qui aiment l'abus de pouvoir, hein, cette phrase.
tu me connais, tu connais qui je suis, tu connais mes relations, tu connais dans quelle famille je suis. Bon, ça, c'est des phrases qui ont encore un peu de sens dans ces derniers temps, mais il y a des efforts qui sont faits. Il y a une situation qui s'est produite à Yaoundé. Nous avons vu des gendarmes qui ont été sanctionnés parce que ces derniers ont voulu compter sur leurs relations, mais très vite, c'était dans le quartier, pour ne pas faire de secret, c'était dans le quartier Bastos. Ces gendarmes, lors d'un contrôle de routine, se sont montrés corrompus, corruptibles. Ils ont retenu le dossier d'un véhicule et ils comptaient certainement sur leurs relations. Quand les autorités leur hiérarchie a été prévenue, les 2 gendarmes ont été sanctionnés. Aujourd'hui, on a appris qu'ils ont pour mission de laver les locaux de la gendarmerie pendant encore 2 semaines. Donc, ils sont actuellement au service d'hygiène de la gendarmerie. Et il y a d'autres sanctions, certainement, qui ont été prises, mais qui relèvent de la discrétion du corps. Et c'était tout pour le coup de gueule de ce matin, le temps d'une courte respiration. Et nous revenons sur le plateau pour entrer dans le vif du sujet. Une fois de plus, bonjour si vous nous rejoignez à l'instant. Le programme, c'est la quotidienne. Vous êtes sur Pan-African Media. C'est bien sûr pour une Afrique souveraine et unie. Et donc, ce matin, nous parlons de regain de tension entre le Burundi et le Rwanda, avec bien sûr des décisions pas du tout appréciées du côté du Rwanda, qui voilà, vient ici soulever le fait que cette décision viendra tout simplement entacher un peu plus les relations entre les 2 pays qui commençaient déjà, du moins, à regarder vers la même direction. Nous en parlons avec vous, Jonathan Bantegene, mais forcément également avec Charlie Kenyé qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors déjà, première analyse faite suite à cette note gouvernementale du Burundi. Cette note gouvernementale du Burundi vient ponctuer un moment d'accalmie qui était observé depuis 2022, je crois, le mois d'octobre 2022. Un retour à une sorte d'amour entre les 2 peuples frères, faut déjà le signaler. C'était un seul royaume, bien avant que ne vienne la colonisation. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est la division du fait de la colonisation. On a un royaume qui avait 4 grandes composantes. Et ces grandes composantes étaient des castes. Vous avez des castes dont c'était des sociétés organisées sur la base du travail. Vous avez les Hutus qui avaient, je crois, l'agriculture, les Tutsis qui étaient dans l'élevage, vous avez les Tois, vous avez le 3e grand groupe. Donc en fait, les quatre grands groupes, chacun des groupes avait une spécialité. Ce n'était pas des ethnies, ce n'est pas des ethnies. Quand on dit Hutu, Tutsi, Toua et tout le reste, ce n'est pas des ethnies. Les Toua, c'est les pygmées. Quand on cite tous ces gens, ce n'est pas des ethnies, c'est des castes. Il faut d'abord que les gens le sachent, que les téléspectateurs soient rassurés à ce niveau. Il n'y a pas de ethnie dans cette zone. Il n'y a que des castes. Alors, le pouvoir était organisé comment? Le pouvoir était organisé sur une période donnée. Il y avait le règne des Hutus, c'est-à-dire une caste régnait dans ce royaume. Puis, lorsque le roi décédait, c'était les Tutsis. Et chaque fois, le premier grand notable, celui qui était considéré comme le premier ministre, était désigné dans l'ethnie
du peuple qui allait prendre le relais. Donc les 4 peuples se partageaient le pouvoir. C'était rotatif, ça allait et ça revenait. Ça allait et ça revenait. C'est comme ça que pendant des siècles, ces 4 grandes composantes du peuple qui a habité le grand royaume de l'Urundi-Rwanda, donc c'est comme ça que ce peuple était organisé. Et vous avez dans les deux pays, un pays qui est majoritairement peuplé de Hutus, c'est le Burundi. Un autre pays qui est majoritairement peuplé de Rwandais, c'est de Tutsis, c'est le Rwanda. Et les 2 pays, vous avez quelque chose qui s'est produit. Ça, je ne savais pas qu'il y avait aussi la même tribu au Burundi. C'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est pas une guerre. C'est une guerre. C'est le processus de colonisation et de décolonisation avec le néocolonialisme qui ont créé cette guerre fratricide. C'est le même peuple qui s'est retrouvé. Et puis il y a eu cette géopolitique de la race qui est née. Les Occidentaux, les Belges surtout, quand ils colonisent la RDC, ils intègrent au royaume de Congo, ils intègrent au grand territoire de la RDC le royaume de l'Urundi-Rwanda. Donc, ces deux peuples vont donc se retrouver dans un seul ensemble qui sera le Congo. En 1960, lorsque le Congo devient indépendant, les 2 peuples, les 2 castes qui étaient ramenés sur les terres de RDC, c'est d'ailleurs à cette période, 1930, bien plus tôt, 1930, on a observé les Belges qui organisaient une migration des peuples Hutus, des peuples Tutsis, et créaient une diaspora sur les terres de la RDC. C'était aussi une manière pour eux de coloniser le grand espace de l'Est de la RDC. C'est comme ça que ces peuples se sont retrouvés en grand nombre sur ces territoires. Et en 1960, lorsque le pays, la RDC est indépendante, les Belges maintiennent une séparation entre ce royaume et établissent une séparation entre ce royaume et la RDC. En 1962, les 2 pays vont devenir indépendants. Le Rwanda et le Burundi vont naître comme 2 entités politiques indépendantes. Mais dans les 2 pays, on va observer de vives tensions entre les populations Tutsis et les populations rwandaises. Au Rwanda, où les Hutus étaient également majoritaires, on va avoir un parti qui s'appelait Parametu. Parametu, c'est un parti politique qui est à dominance Hutu. C'est un parti politique qui est consacré non pas par l'ethnicité, parce que la géoethnie occidentale a consacré le Hutu comme une ethnie, parce que le Kinyarwanda et le Kinyurundi, qui sont les 2 langues parlées dans les 2 pays, sont très proches. Les Kinyurundi, pour ce que j'ai pu recueillir dans nos échanges avec les Burundais, le Kinyurundi est différent du Kinyarwanda essentiellement dans la musicalité du ton. C'est-à-dire qu'ils estiment que le Kinyarwanda est très très mélodieux, c'est très poétique, mais c'est la même langue, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes significations dans la désignation des choses. Donc, les Hutus qui sont une caste, la géoethnie va fabriquer une ethnie Hutu. La géoethnie occidentale fabrique une ethnie Hutu. Et d'ailleurs, les travaux ethnologiques travaillés dans la géoethnie et la construction des savoirs politiques, mais qui seront présentés comme étant des savoirs savants, va vouloir nous faire gober la terre suivant laquelle on a affaire avec des ethnies. On nous dit que les Hutus c'est une ethnie, les Tutsis c'est une ethnie, et on va carrément marginaliser les autres grands groupes qui étaient dans le grand royaume. Par exemple, les Touas. Aujourd'hui, les Touas, personne n'en parle plus. Les Pygmées qui faisaient partie du grand royaume. Et le 3e grand groupe dont je vais me souvenir certainement dans les prochaines minutes. Ce 4e groupe, lui alors, personne n'en parle. Donc, la géoethnie a mis en valeur 2 grandes castes du grand peuple de l'Urundi-Rwanda, et ils en ont fait des groupes
ethnique. Et maintenant, dans cette ethnicisation de la caste sociale, en fabriquant une ethnie des Hutus et en fabriquant une ethnie des Tutsis, ils vont les opposer littéralement dans la construction des deux pays. Au niveau du Burundi, ça sera la même organisation. On aura une rébellion pro-Tutsi face à un pouvoir Hutu. Au niveau du Burundi, c'est la même chose. On aura une rébellion, on aura davantage une opposition Tutsi face à une majorité au pouvoir Hutu. Le tout va se casser à partir d'abord, il y aura le coup d'État au Rwanda de 1973, un coup d'État qui va voir le pouvoir passer d'un Hutu à un autre Hutu. Habyarimana, le général Juvenal Habyarimana prend le pouvoir. Jusqu'en 1994, les deux pays vibrent au rythme de tensions géoethniques créées par l'Occident en leur sein. Et la bataille finale sera 1994. L'intrusion de la CIA dans la zone, parce que la CIA opérait depuis l'Ouganda qui est majoritairement Tutsi, parce que voilà encore un territoire qui est lié à ces territoires, donc l'Ouganda qui est majoritairement Tutsi, et là-bas vous avez Museveni qui était au pouvoir, donc Museveni va utiliser son chef de la sécurité qui s'appelle Kagame pour prendre le pouvoir au niveau du Rwanda. C'est comme ça que Kagame accède au pouvoir. L'accession de Kagame au pouvoir, le génocide finalement, ce qu'on a appelé le génocide rwandais, qui est en fait une grosse construction de la géopolitique occidentale, le génocide rwandais va créer une inimitié entre Hutu, la caste Hutu et la caste Tutsi. Moi, je ne parle pas d'ethnie. Vous voyez qu'on est dans une... C'est des castes sociales. C'est des groupes de métiers. C'est des groupes de métiers qu'on a, sédimentés. C'est un peu comme si on venait dans votre pays, vous partez en France et vous dites que désormais les gilets jaunes, c'est une ethnie et les militants du parti de Macron, là, c'est encore quoi? En marche, je ne sais pas trop si c'est encore... La France? Je ne sais pas si c'est... Enfin, en tout cas, des histoires de ce type de personnes ne m'intéressent. Si c'est LFI, non? C'est LFI. Non, LFI, c'est la France insoumise de... La France insoumise de Mélenchon. Bon, dans tous les cas, vous prenez les gens du parti de Mélenchon et les gilets jaunes, vous dites que LFI, c'est désormais une ethnie en France et les gilets jaunes, c'est une ethnie. C'est exactement ce qu'ont fait les Occidentaux. Et puisque les gilets jaunes revendiquent quelque chose, vous dites l'ethnie des gilets jaunes, comme si c'était véritablement une ethnie avec une histoire, une anthropologie particulière. Les us et coutumes sont pratiquement les mêmes. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Ça me rappelle justement les Fank Betty, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Vous permettez, Jonathan, que nous allons retrouver Charlie Kenyé. Bonjour. Charlie Kenyé, bonjour. Est-ce qu'il est là, Charlie? Charlie, bonjour. Si vous m'entendez, bonjour. Alors, vous me suivez? Oui, maintenant nous vous suivons 5 sur 5. Bonjour, bon début de semaine. Alors, vous me suivez, j'ai un très mauvais retour là. Je n'arrive pas à vous percevoir. Alors, je dis bonjour Charlie. Vous dites? Oui, bonjour. Est-ce que là, ça va maintenant? C'est très faible. Bonjour Linda. Bonjour à mon frère Jonathan Batengene, bonjour à tous nos liens de téléspectateurs, bonjour à tous, bonjour à Pan-African Media. D'accord. Alors le sujet de ce matin nous envoie chez deux frères, c'est ainsi que je les ai présentés, Paul Kagame et surtout Évariste Ndayishimiye, l'un est chef d'État au Burundi et l'autre assure la même fonction du côté du Rwanda. Fermeture des frontières terrestres, que dire? Est-ce que Charlie a aperçu notre question? Bien, ce qu'il faut dire déjà sur ces différents...
Alors, je pense que Charlie va essayer de nous rejoindre dans un bref moment. Je reviens à vous, Jonathan Batengene, en espérant que tout rentre dans l'ordre, notamment et que les dieux des réseaux seront de notre côté ce matin. Tout à fait. Nous expliquions un peu cette histoire du même peuple. C'est du même peuple. Hein. C'est pas... Faut pas qu'on nous fasse tomber dans... Oui, les Hutus, tout ça, une torpeur ethnique. Il n'y a pas de conflit géoethnique. Il y a une ethnicisation de la caste. Et la caste, si vous voulez, c'est un peu comme une classe sociale. La caste, c'est différent. La caste, ce n'est pas une ethnie. Donc, vous avez donc du côté la caste Hutu et Tutsi qui vont se faire la guerre au niveau du Rwanda, et la caste Hutu et Tutsi qui va se faire la guerre du côté du Burundi. Alors, ça va d'abord connaître un temps soft immédiatement après les indépendances. Ça sera des luttes de partis politiques. Un parti politique pour la caste Hutu, un parti politique pour la caste Tutsi, et ces partis politiques vont plus tard cristalliser leur tension au sommet en 1994 lors du génocide rwandais. Et là, vous avez la prise de pouvoir par les Tutsis de général Kagame, qui sont soutenus par Yoweri Museveni, qui lui-même est un Tutsi d'Ouganda. Donc, voilà comment se fait la prise de pouvoir. Et cette prise de pouvoir va créer une inimitié entre le Rwanda et le Burundi. Pourquoi? Parce que lors de l'attentat de 1994, le président du Burundi sera tué dans le même avion que le général Juvenal Habyarimana, Cyprien Taryamina, qui sera tué par une action au niveau du... il sera tué par une action de coup d'État au niveau du Rwanda. Donc, cette situation va créer un cadre qui lui-même va déboucher sur une inimitié entre Hutu rwandais et Tutsi, Hutu rwandais et Tutsi rwandais, et Hutu burundais et Tutsi rwandais. Surtout que les Hutu burundais savent que le coup est parti depuis l'Ouganda. Donc, c'est une coalition Tutsi qui est désormais en œuvre. Alors, quand vous avez cette lecture, vous avez une autre appréciation de cette affaire de frontière. D'abord, le Rwanda-Urundi, on va dire comme ça, ce vieux royaume, qui a cessé d'exister, qui est devenu deux entités politiques. Ce Rwanda-Urundi est aujourd'hui la cristallisation d'intérêts géopolitiques de caste dans l'échiquier occidental. C'est-à-dire que l'Occident a créé ces deux pays pour justement créer une rivalité entre les castes Hutu et la caste Tutsi. Et c'est alimenté en permanence par les conflits qui se déroulent sur le territoire de leur diaspora, où leur diaspora est plus importante, c'est-à-dire le territoire de la RDC. Donc chaque fois qu'il y a des tensions en RDC, cela affecte littéralement les relations entre Burundais et Rwandais. Mais également, il arrive aussi que à la veille de chaque grande échéance électorale, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, cette frontière connaisse des moments de tension importants. Pourquoi? Parce que du côté burundais, on a peur et on redoute une ingérence du Rwanda Tutsi, parce que l'opposition est organisée sur des bases géoethniques, nous l'avons bien expliqué. On redoute que le Rwanda Tutsi ait une influence sur les opposants Tutsi du pouvoir Hutu au Burundi. Et vice-versa, le Rwanda craint et redoute toujours une ingérence du Burundi dans la mesure où le Burundi pourrait soutenir une rébellion ou une opposition Hutu sur son territoire. Cette tension géoethnique, elle trouve sa résonance au Congo dans la mesure où ces derniers jours, il y a un mouvement qui est né
en RDC, un mouvement qui est présenté aux Congolais comme étant un mouvement patriotique porté par les Congolais, alors que c'est faux. Ce mouvement, c'est le Wazalendo. Le Wazalendo, c'est quoi au fond? Le Wazalendo, c'est essentiellement les anciens combattants FDLR qui actuellement se sont mis au service des intérêts de l'impérialisme français, parce que les FDLR, il faut le dire, depuis 1994, ils ont été exfiltrés par l'opération Barracuda sur le territoire du Congo. Ils ont été exfiltrés par les Français jusqu'au Congo pour qu'ils soient là-bas mis en sécurité, mais qui constituent également une réserve géostratégique en matière de déstabilisation contre le Rwanda. Et le Rwanda en a conscience. Donc aujourd'hui, que la situation du M23 s'est posée au niveau du Burundi, de la RDC, les Rwandais sont pointés comme étant les patrons du M23 qui utilisent ce mouvement pour piller les ressources de RDC. Et qu'est-ce que le RDC fait en retour? La RDC, avec l'aide de la France, des sociétés militaires privées françaises, ont fait sous-traiter des opérations de guerre aux Wazalendo, qui sont en fait les FDLR, la rébellion que redoute le plus Kagame. Et les FDLR sont en majorité des Hutus sur le territoire de la RDC. Le fait donc de voir les FDLR réanimer le Rwanda, regarde cela d'un mauvais œil. Et qu'est-ce qui s'est passé côté rwandais? Les Rwandais certainement également ont préparé une riposte en faisant également comme les Congolais, en préparant également les combattants Hutus qui sont sur le territoire du Rwanda. D'ailleurs, que le Rwanda dit qu'une bonne partie des FDLR est constituée de combattants burundais. Donc pour le Rwanda, il s'agit essentiellement d'une action qui est portée à la fois par la RDC, les ennemis du Rwanda et y compris donc le Burundi. Voilà un peu la situation dans laquelle mouille cette région. Et le complexe ethnique qui a été posé, il n'est pas fortuit. Le complexe ethnique, c'est quoi? On a dans une anthropologie raciste et racialiste, les Occidentaux ont fait croire que le faciès du Tutsi est un faciès juif. Ils disent que le juif dans l'histoire, le juif qui est le spécimen du juif dans la zone, qui serait plus proche donc, de l'Occident et plus proche donc, au niveau de l'humain anthropologiquement compris ici là comme étant le blanc occidental. Selon eux, ce faciès là, c'est le Tutsi. C'est le Tutsi qui ressemble plus. Et le reste, les Hutus, seraient donc une caste en dessous. Voilà. Donc cette anthropologie racialiste qui est venue encore envenimer la situation entre des peuples qui ont cohabité pendant des siècles sur le même territoire sans qu'il y ait jamais de problème. Il faut noter que quand les Belges prennent ce territoire en 1916, l'Urundi-Rwanda était une zone stable où on n'enregistrait pas de conflits entre ces différentes castes. C'était des peuples qui s'entendaient sur tout et savaient s'organiser sur le long terme. Ils avaient un calendrier propre, un calendrier basé sur une lecture du temps à partir des saisons. Vous savez qu'en Afrique, le temps est répétitif du fait de la répétition des saisons. Donc, ils étaient sur un calendrier purement africain. Ils avaient une organisation cosmogonique qui était identique. Ils avaient un ensemble simplement de pratiques économiques qui étaient différentes. Et c'est sur la base de ces pratiques économiques qu'on classait le Hutu ou le Tutsi. Aujourd'hui, que les Occidentaux ont divisé ces peuples, ils ont créé une géoethnie qui est féconde dans la zone. Et aujourd'hui, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour embrouiller la situation? Ils ont armé le M23, laissant croire que c'est simplement M. Kagame qui fait ce travail, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est la CIA des États-Unis qui travaille directement avec le M23. Et de l'autre côté, chez M. Tshisekedi, les Français ont armé les FDLR pour créer encore une inimitié entre Tutsi et Hutu. Donc,
un potentiel conflit entre les pays qui sont dominés par les Hutus et les pays qui sont dominés par les Tutsis. Et de l'autre côté, vous avez l'imminence, parce que cette fermeture, il y a l'imminence des élections sénatoriales au niveau du Burundi. Cette imminence fait que le Burundi, dans son réflexe, son réflexe sécuritaire depuis 2015, il décide de fermer ses frontières pour se prémunir de toute éventuelle menace venant de son frère rwandais. Donc, pour nous, c'est une situation qui n'aurait pas dû être. Et c'est pourquoi la solution que nous préconisons, c'est une solution panafricaniste. C'est une approche panafricaniste du problème. Le président Kagame, qui s'est comporté d'une manière honorable au niveau de la RCA, nous l'encourageons à faire pareil dans la sous-région Afrique de l'Est, où il partage la fraternité avec le Burundi. Et cette solution fraternelle, c'est quoi? C'est de dénoncer les complots occidentaux qui se sont faits contre les pays voisins, parce que vous savez que le Burundi a renoncé il y a longtemps à la coupole occidentale. Le Burundi est un pays qui jouit d'une indépendance réelle aujourd'hui en Afrique. Le Burundi a suivi le mode souverainiste. Le Burundi est un des piliers aujourd'hui de cette Afrique souveraine. Ce Burundi-là, qui a réussi à se défaire, le Rwanda devrait suivre cette lancée, se mettre dans la dénonciation de l'Occident et rejoindre le clan de leurs frères burundais, parce qu'il n'y a qu'unis que ces deux pays peuvent devenir une véritable force de contrepoids contre les influences états-uniennes et françaises qui sont actuellement à l'est de la RDC. Alors, vous faites bien de parler justement de cette union. Nous avons, par exemple, nous avons une situation similaire. On parle des États de l'AES parce que ça me vient à l'esprit à l'instant, le Burundi, Rwanda, Ouganda, Cameroun, Gabon, République de Guinée équatoriale. Ça fera un temps soit peu des alliances un peu partout. Et peut-être finalement, il y aura le sommet des États des alliances. Peut-être ce serait une sortie justement de cette crise et surtout se rapprocher de plus près de notre souveraineté. Effectivement, si vous entrez dans ces alliances sur des bases anthropologiques, vous avez des alliances formidables. Vous avez des peuples qui se retrouvent de partout en Afrique, des peuples qui ont une présence. Vous avez par exemple les Bassa qui sont à la fois au Cameroun, qui sont au Libéria, qui sont en Éthiopie, qui sont dans plusieurs localités, dans plusieurs coins de l'Afrique. Vous avez des peuples comme ça qui se retrouvent partout. Vous avez les Mabi qui sont à la fois au Cameroun, qui sont au Kenya, qui sont en Éthiopie, qui sont également au Zimbabwe. C'est des peuples qui ont une présence sur l'ensemble du continent. En fait, nous partageons, et c'est ce que disait Charanta Diop, nous partageons le même socle anthropologique. Mais maintenant, si on reste dans ce qu'on appelle les Grands Lacs, le Burundi et le Rwanda, c'est le même territoire. Si on y associe l'Ouganda qui est un territoire à part, vous pouvez avoir une fédération de peuples qui partagent la même culture. Ces peuples voient le monde de la même manière. Entre Hutus et Tutsis, il n'y a aucune différence qu'économique, que dans les activités économiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les économies occidentales qui se sont globalisées, on a de nouvelles activités qui se sont développées, mais à la base, du point de vue anthropologique, ce n'était que l'activité économique qui différenciait ces peuples. Donc, il est temps que ces peuples prennent conscience de la division artificielle qui a été faite par la géoéconomie, la géoethnie occidentale, et que cette géoethnie a instrumentalisé leur caste pour créer une conflictualité permanente sur des terres, sur une terre qui n'avait aucune différence. Et le président du Rwanda, nous interpellons surtout le président Kagame, pour qu'il sorte de cette géoethnie occidentale, qui est une géoethnie désuète, une géoethnie passéiste, une géoethnie qui n'a plus de sens à notre époque,
cette géoethnie ne peut plus produire des résultats. Sauf, effectivement, que l'action du président Kagame et l'action du pouvoir du côté de Gitega pourraient avoir un effet fécond si également en RDC vous avez un pouvoir qui lui prend fait et cause et prend ses véritables responsabilités. C'est-à-dire quoi? Un pouvoir qui ne laisse pas instrumentaliser sur son territoire les diasporas Hutu et les diasporas Tutsi. L'instrumentalisation des diasporas Hutu et Tutsi sur le territoire de la RDC crée toujours un vieux réflexe défensif dans les pays qui sont les zones de repli finalement identitaires comme le Burundi ou le Rwanda. Donc, pour nous, c'est une action conjuguée. Et avoir un Tshisekedi à la tête de l'État du Congo, ce n'est pas rassurant. De voir les FDLR aujourd'hui transformés en Ouazalendo qui se dirigent vers le Rwanda, ce n'est pas rassurant. C'est de nature à raviver les tensions entre le Burundi et le Rwanda. Et en plus, il faut le dire, le Burundi a toujours refusé de s'ingérer dans les affaires de RDC. Vous savez que la RDC, on a toujours dit le Burundi est voisin de la RDC. Mais le Burundi refuse d'envoyer des hommes là-bas parce qu'ils sont conscients qu'à partir du moment où ils envoient des hommes là-bas, ce sera le prétexte de leur coller également une rébellion au niveau de leur pays par le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda verra toujours une jonction entre les anciens FDLR qui sont des Hutus avec le pouvoir de Gitega qui est lui également un pouvoir Hutu. Donc, cette crainte qui est toujours alimentée, qui est envenimée par les Occidentaux via la CIA et la DGSE française, cette crainte, c'est elle qui amène à des situations comme celles que nous observons. Et puis, nous avons bien précisé, le prétexte trouvé, c'est les sénatoriales qui arrivent. Le fait qu'il y aura prochainement les sénatoriales, le Burundi dit qu'ils ont peur d'avoir des opposants qui ont été entraînés à devenir des rebelles par leurs voisins rwandais. Or, tout porte à croire qu'aujourd'hui, tout ceci se fait certainement par le biais de la CIA, parce que la CIA a pris le contrôle de beaucoup de pans de l'armée rwandaise, et c'est en utilisant parfois des éléments incontrôlés de cette armée rwandaise que la CIA opère dans les pays de la sous-région. Nous appelons le président Kagame à prendre fait et cause pour l'Afrique. Il a fait un geste au niveau de la RCA qui nous semble salutaire. Quand un président agit de la sorte, nous l'encourageons à faire plus. Le président Kagame est interpellé à agir profondément pour rassurer les frères burundais, pour les mettre en confiance et si possible faire arrêter tous les combattants qui ont été entraînés sur son territoire. Parce que si ces combattants ont effectivement été entraînés, alors là, Gitega a de sérieuses raisons de croire qu'il s'agit d'une menace. Alors, merci pour ce premier jet en ce qui concerne cette thématique. Nous allons encore essayer d'avoir Charlie Kenny ce matin. La question, j'espère qu'il va la suivre cette fois-ci, est bien sûr de savoir ce qu'il faut dire lorsque l'on tombe un matin ou du moins un soir sur une information comme celle-là. Rebonjour Charlie. Bien, ce qu'on peut dire sur les tensions aujourd'hui qui existent entre le Burundi et le Rwanda sur la question du Red Tabara, entendu par le mouvement de résistance pour un état de droit au Burundi, suite justement aux attaques du 23 décembre 2023 qui a causé la mort d'une vingtaine de civils burundais, parmi lesquels des civils et des militaires. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans un affrontement géopolitique au niveau de la région des grands bassins du Congo. Rappelons déjà que le mouvement Red Tabara est un mouvement qui est très connu depuis le début des années 2000, qui s'est perfectionné dans les années 2010 et qui a pendant des années combattu l'ancien président Pierre Nkurunziza. Et donc, les revendications, elles sont connues, principalement pour le cas du Burundi.
Il s'agit de soit renverser le pouvoir qui est en place depuis l'avènement du président Pierre Nkurunziza. Quelques soucis, sérieusement, on va dire, avec ce réseau. J'interpelle d'ailleurs l'arrêté et aussi Madame Libo Melikeng, qu'elle essaye de voir ce qui se passe parce que le week-end encore, j'ai vu des plaintes au niveau de certaines publications en termes d'alerte et de menaces même. Que se passe-t-il avec toi, Camtel Cameroun? Parce que c'est lui le distributeur, le fournisseur général. Alors ça ne va vraiment pas. Toutes mes excuses à nos téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent via les différentes plateformes. Nous nous battons à justement vous fournir le meilleur de nous-mêmes. Alors il est 9h top pile sous le ciel de Douala et c'est donc l'heure du flash d'information. C'est une ère de 25 ans qui s'achève. La présence de la MONUSCO en RDC s'inscrit désormais dans les archives de l'histoire du pays. Le départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, annoncé en novembre dernier lors de la signature d'un plan de retrait, n'est plus qu'une question de mois. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa le samedi 13 janvier 2024, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a officiellement déclaré le début du départ des forces onusiennes de la République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année 2024. Elle a ainsi détaillé un plan de retrait sur 3 étapes. La première étape de cette opération est axée sur le retrait d'environ 2000 soldats du sud Kivu d'ici fin avril, réduisant ainsi l'effectif total de la MONUSCO de 13 500 à 11 500 membres. Après le sud Kivu, les troupes et l'administration se retireront du nord Kivu, puis de l'Ituri, qui accueille le quart de près de 7 millions de déplacés dans le pays. Selon la chef de la MONUSCO, la responsabilité de la protection des civils au sud Kivu à partir du 1er mai sera la responsabilité unique des forces de sécurité nationale. Ensuite, tous les 3 mois, une évaluation de l'état des lieux sera faite afin d'observer le processus d'évolution de la mise en œuvre de ce plan de désengagement. Par ailleurs, les autorités congolaises affirment avoir déjà pris des dispositions pour assurer la relève. Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, a d'ailleurs déclaré que le gouvernement n'a pas à avoir peur de prendre ses responsabilités. Selon lui, le secret, c'est le renforcement de la force de frappe, de la puissance de l'armée du pays, des capacités des services de sécurité de l'administration territoriale. Et les efforts sont observés à ce jour, notamment du côté de l'armée. Il faut noter que cette décision intervient en réponse à la demande du gouvernement congolais lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023 et plusieurs fois répétée dans les discours du président Tshisekedi de voir la mission de l'ONU quitter le pays, soulignant ainsi qu'au cours des 25 dernières années, les casques bleus n'ont pas réussi à protéger les civils des groupes terroristes. De plus, la population avait également exprimé son mécontentement quant à la présence de la MONUSCO avec des manifestations meurtrières dans le nord Kivu, exigeant le retrait des troupes jugées inefficaces. Pour l'heure, 14 bases militaires de l'ONU au total seront sous le contrôle du gouvernement congolais et certaines missions seront confiées aux agences du système des Nations unies. Plus de peur que de mal, c'est un ouf de soulagement pour le gouvernement et la population de la Guinée-Conakry. Le carburant qui était devenu une denrée rare depuis un mois dans le pays refait surface.
Dans la matinée du 14 janvier 2024, le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Bernard Ngumbu, a précisé qu'une étape majeure vient d'être franchie dans le rétablissement de l'approvisionnement en essence. Déclaration faite à Mondiovision sur la plateforme pétrolière. 24 heures seulement après l'arrivée du bateau de 33 millions de litres d'essence, les camions-citernes étaient déjà en place pour démarrer le chargement. Il faut rappeler que cette pénurie de carburant s'est accentuée en RDC après l'explosion de son principal dépôt d'hydrocarbures en décembre 2023. En effet, cet incendie a frappé les réserves du pays dans la nuit du 17 au 18 décembre. Le gouvernement avait alors annoncé de graves perturbations sur l'activité économique causée par le sinistre. De plus, une levée de rationnement sur la vente de gasoil avait été indiquée dans les stations, mais les restrictions sur l'essence étaient maintenues. Selon le bilan communiqué par le gouvernement, le drame avait causé la mort de 25 personnes et fait 457 blessés. Dans sa sortie médiatique, le Premier ministre a adressé des remerciements au nom du chef de l'État à toute la population guinéenne pour la patience et le calme observés durant la crise. Et il n'a pas manqué de féliciter les structures techniques qui sont intervenues dans le rétablissement des installations du port autonome de Conakry. Il a également saisi l'occasion pour annoncer la 4e étape du plan de gestion de la crise qui consiste à se concentrer sur l'évaluation des dégâts et à trouver les solutions appropriées pour que ces compatriotes qui n'ont plus leur logement puissent être pris en charge, a ainsi conclu le chef du gouvernement Bernard Ngumbu. Pas de surprise quand on connaît profondément le Mali. Le pays du colonel Assimi Goïta occupe la première place de production du coton en Afrique. Il occupe ce rang après avoir produit 690 000 tonnes de coton l'année dernière, repoussant le Bénin de la première place à la deuxième avec 553 787 tonnes, tandis que le Burkina Faso occupe la 3e place avec 407 500 tonnes. La production du Mali ne semble pas se limiter à ce niveau étant donné que très prochainement, cette filière malienne se dotera d'une nouvelle usine d'engrenage. Sa construction a été lancée en décembre 2023. Elle traitera sur place près de 50 000 tonnes de coton par an. Ainsi, la production sera transportée au port sénégalais de Dakar. L'usine sera située à Kokofata, dans la région de Kaes, et permettra de doubler la capacité de la première unité implantée pour la porter à 90 000 tonnes contre 45 000 tonnes actuellement. La fabrique créera 250 emplois directs et 1000 indirects. Il faut noter que le rang de premier qu'occupe actuellement le Mali est à acclamer étant donné que Bamako avait perdu cette place en début 2023 de premier à 3e et cette place avait été succédée par le Bénin. Mais après juste quelques temps, le gouvernement du pays a pu braver les obstacles pour se rehisser plus haut, comme les FAMA au front. Les vieilles habitudes ont la peau dure. L'Allemagne soutient Israël dans ses massacres comme il a soutenu le premier génocide du XXe siècle perpétré sur le sol namibien de 1904 à 1908 et ayant fait des dizaines de milliers de victimes. Une position dont le président namibien Hage Geingob critique et exprime son mécontentement à l'endroit de Berlin qui semble ne pas tirer des leçons de l'ancienne catastrophe. Cette déclaration du président Geingob ressort de son communiqué sur X, ancien Twitter. Ce dernier s'exprimait au contexte de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël qui est reproché de massacre à Gaza. En effet, l'Afrique du Sud a introduit auprès de la Cour internationale de justice en décembre dernier une requête accusant Israël d'actes de génocide à Gaza. La session inaugurale sur cette plainte s'est tenue le 11 janvier 2024.
selon Rampoulane Sidney Molekane, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des organisations internationales à Vienne. La Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique ainsi que 17 autres pays ont soutenu la requête de l'Afrique du Sud. Pour sa part, le gouvernement allemand a rejeté fermement et explicitement l'accusation de génocide portée contre Israël, la jugeant dénuée de tout fondement. Une décision du gouvernement de Steinmeier qui est dépourvue d'humanité et démontre à suffisance son envie de rayer du nombre d'habitants de la planète des Gazaouis, comme cette tentative en Somalie dans les débuts des années 1900. En rappel, le génocide que la Namibie a connu au XXe siècle était celui des Héroros et des Namas. Ce phénomène avait été perpétré sous les ordres du chancelier allemand Lothar von Trotha à partir de 1904 et est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Ce programme d'extermination s'inscrivait au sein d'un processus de reconquête d'un territoire par les troupes coloniales allemandes entre 1884 et 1911. Il entraîna la mort de 80% des autochtones insurgés et de leurs familles, 65 000 Héroros et près de 20 000 Namas. Cette exaction mortifère prend officiellement fin en 1908. En ce début d'année 2024, sont commémorés les 124 ans du début de cette extermination qui n'a été reconnue par Berlin qu'en 2021. Voilà, de retour sur le plateau après un bref tour du côté de la rédaction centrale de Pan-African Media qui nous offre donc du lundi au vendredi, une fois qu'il est 9 h, le grand format de l'actualité. Certes, peut-être au choix, mais ça reste le grand format de l'actualité. Jonathan Batengene, après avoir écouté un peu ce qui se passe, c'est vrai que d'un côté, il y a des frères qui sont en désaccord, mais de l'autre quand même, il y a une montée en puissance de soutien, notamment sur le plan de la justice, un pays africain qui représente valablement le continent africain à la Cour pénale du statut de l'Afrique du Sud. Oui, c'est un vieux contentieux, vous savez. Quand vous comprenez l'histoire de l'Afrique du Sud, le régime de M. Bhutto, le régime de M. Botha, voilà. M. Botha était soutenu par le Mossad israélien. Les techniques apartheid étaient éminemment des techniques qui étaient innovées par Israël. Il y avait le renseignement sur chaque noir. C'était le Mossad qui assurait le conseil du service de renseignement, je crois le NISS, hein, je sais pas trop. Le service de renseignement, non pas le NISS, il était le service de renseignement sud-africain. Donc les Sud-Africains de l'ANC qui sont aujourd'hui au pouvoir ont une vieille dent, une rengaine qui est toujours très vive contre ce pays Israël. Et ce que vous observez là, c'est aussi la continuité de cet affrontement géopolitique entre l'ANC et ses bourreaux d'hier. Parmi ces bourreaux d'hier, il y avait Israël. Et quand vous prenez aussi dans l'histoire, vous retenez cette boutade de Nelson Mandela qui disait qu'on ne peut pas véritablement libérer l'Afrique avec une Palestine qui est encore mise sous la botte des sionistes. Et il faut noter que Mandela lui-même avait trouvé refuge dans un pays qui soutenait beaucoup la Palestine, a même envoyé beaucoup de combattants en Palestine, l'Algérie. Donc ce lien entre l'ANC
et le conflit palestinien a fait qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'Afrique du Sud, qui sont pour la plupart ces pépites de l'ANC, ces dirigeants-là se sentent redevables vis-à-vis de l'histoire palestinienne. C'est la raison de l'engagement aussi intrépide de l'Afrique du Sud aux côtés du peuple palestinien. Merci beaucoup. Alors, nous allons encore tenter une liaison avec Charlie Kenyé, voilà, qui tient tant à s'exprimer sur cette thématique ô combien importante. Charlie, nous sommes avec vous si vous nous entendez. Bien, comme je le disais tantôt, les revendications, elles sont connues, soit renverser le gouvernement de Pierre Nkurunziza, à défaut rejoindre un gouvernement d'union nationale. Il faut dire que ce sont des revendications qui, jusqu'en date, n'ont pas été prises en compte, que ce soit par l'ancien président Le Feu, Pierre Nkurunziza, ou encore Évariste Ndayishimiye, arrivé au début des années 2000. Et donc, on comprend aujourd'hui que ce regain de tension peut-être vise justement au temps de latence qui avait été accordé par cette organisation terroriste au président Ndayishimiye pour peut-être rejoindre un gouvernement d'union nationale, ce qui n'a pas été le cas. Rappelons que c'est un mouvement à forte connotation Hutu qui non seulement a trouvé ou alors trouve asile du côté du Rwanda, mais également opère à l'est de la République démocratique du Congo, où là-bas, elle sous-traite un certain nombre de services pour les multinationales qui opèrent de ce côté-là et qui, de façon clandestine, transfèrent justement les matières premières depuis l'est de la RDC pour le Rwanda. Donc, nous sommes là en réalité dans une configuration géopolitique qui est entretenue par un certain nombre d'acteurs non étatiques, parce que quand vous prenez la triptyque Red Tabara, multinationale Rwanda, vous comprenez très bien que le nœud gordien autour de ce plan machiavélique, ce sont justement ces acteurs non étatiques, à savoir les multinationales qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo, qui, à travers justement la situation d'insécurité qu'ils veulent maintenir dans la région des Grands Bassins, faciliterait leur activité de ce côté-là sans un véritable contrôle, ou alors la fragilité des États dans la région des Grands Bassins du Congo permettrait justement la poursuite de leur activité sans être inquiétés. Et donc, par rapport à ça, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes là à travers justement les déclarations qui ont été faites par le président Évariste Ndayishimiye, comme quoi le Rwanda serait ce pays-là qui abrite, qui entretient, qui finance et qui arme justement les rebelles du Red Tabara. Cela peut s'expliquer par le fait que le Rwanda aujourd'hui est une terre d'asile pour ces terroristes-là. Mais ramener le problème simplement au Rwanda, ce n'est pas voir la réalité qui se joue derrière. La réalité qui se joue derrière est la suivante, c'est que, comme je le disais tantôt, nous sommes là dans une géopolitique très bien instrumentalisée qui fait en sorte que les multinationales qui opèrent dans cette sous-région ne voudraient pas justement voir une certaine stabilité des États. Le mouvement Red Tabara qui aujourd'hui regroupe en son sein environ 500-800 combattants, comment expliquer que ce mouvement arrive non seulement à mettre en mal la souveraineté d'un État, mais également à opérer dans deux autres États, parce qu'il faut dire qu'elle opère en RDC, mais également au Rwanda. Et donc, même si le Rwanda n'est pas menacé du fait du soutien qu'elle reçoit de ce pays-là, il faut dire qu'en RDC, elle sous-traite un certain nombre de services pour les multinationales qui opèrent de ce côté-là et qui ont fait du Rwanda une terre d'asile. Donc, aujourd'hui, je pense que le plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes justement dans un schéma qui vise non seulement à mettre la pression sur l'État burundais, mais peut-être, je dis bien peut-être, à maintenir cette situation d'instabilité. Pourquoi pas renverser le gouvernement burundais? Je vous rappelle encore que lors du dernier déplacement du président Évariste Ndayishimiye du côté de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois au début des années 2000, il y a eu une attaque contre l'aéroport de Bujumbura qui justement voulait nous faire revivre le remake de l'assassinat de l'ancien président
Habyarimana du Rwanda. Et donc, quand on voit comment cette organisation terroriste opère, quand on voit les ambitions qui sont les leurs, croire que ce serait simplement le Rwanda qui serait derrière, serait mal voir le problème. En réalité, il y a des forces non étatiques qui opèrent à travers cette organisation terroriste pour justement mettre en mal la stabilité ou la sécurité, la paix au niveau de la région des grands bassins du Congo. Et je terminerai par ceci, il faut dire très clairement que c'est un problème qui est très vieux, hein, c'est-à-dire ces problèmes de tension entre les deux pays. Rappelons que depuis le président Pierre Nkurunziza, la frontière avec le voisin rwandais, la frontière burundaise avec le voisin rwandais a toujours été fermée. Je crois que c'est depuis 2015. Elle a été rouverte en 2022 parce qu'il y avait un lieu de rapprochement entre les deux pays. Mais bon, cette lieu a été vite estompée parce que justement le Rwanda, entre guillemets, reprocherait au Burundi le déploiement de ses soldats dans le cadre de la force est-africaine qui devait essayer de ramener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un regain de tension qui, il faut le dire, joue le jeu des multinationales qui opèrent dans ces régions-là et qui, à travers la fragilité des États, peut continuer ou alors peut se permettre de continuer à opérer clandestinement, à piller cette sous-région immensément riche. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la réalité rwandaise est quelque chose de vrai, de factuel, mais se limiter à cela serait ne pas voir justement ces acteurs dont je répétais tantôt non étatiques qui opèrent derrière et qui aujourd'hui, à travers le mouvement Red Tabara, comme bien d'autres mouvements dans cette région-là, opèrent pour justement fragiliser de plus en plus la souveraineté des États, fragiliser la paix, la sécurité, créer une situation de crise, installer le chaos. Et il faut le dire que c'est justement dans cette situation de crise, c'est dans ce chaos organisé que prospèrent la plupart des multinationales qui opèrent clandestinement dans cette région d'Afrique. Finalement, nous vous avons eu et nous avons justement pris votre avis sur cette question au standard qui est également ouvert. Et je crois que c'est le maillot jaune, l'un de nos plus fidèles téléspectateurs. Abou d'Angleterre, bonjour. Bonjour, princesse Fouf Indedi. Je suis tellement content de vous revoir ce matin à cette première édition de la semaine. Et de vous voir comme ça, somptueusement habillé. En tout cas, c'est nous, la gente masculine, vous en sommes gré pour cela. Et merci, recevez béni, de mettre de la lumière dans nos cœurs le matin comme ça. Ça nous donne la force pour aller travailler. Et je salue tous vos invités de marque, le brillantissime Badegede et le brillantissime Charlie Kenny. Tous les techniciens et tous les appelants. En ce qui concerne la problématique de ce matin, le Burundi ferme les frontières terrestres avec le Rwanda. Et Kagame est-il devenu un mauvais voisin? Mais c'est ce que nous avons toujours décrié. Nous avons toujours dit que le Rwanda est en train de se comporter mal avec ses voisins, que le Rwanda se comporte en pays voyou, ça dit que complice de l'impérialisme. Le Rwanda, ce que les impérialistes ont toujours fait, ça dit que utiliser, c'est ce qu'on appelle l'endocolonia. Ça dit que les endocolons, des traites, des collabos, toujours pour détruire l'Afrique. Vous comprenez? Donc, le Rwanda, encore, qui est un pays, un tout petit pays, à côté des grands pays qui sont riches en ressources et en minerais, devant ce pays-là même, qui, avec des ambitions démesurées, crée la zizanie, crée la chiennie chez tous ses voisins. Et nous, notre souci encore, les Africains, c'est ce que Dieu me dit toujours, nous sommes amnésiques. C'est-à-dire que parce que nous sommes amnésiques, on oublie, on n'apprend pas les leçons du passé. On devait anticiper sur les pays comme le Rwanda. C'est ce qu'on dit toujours. Il faudrait qu'on change de paradigme, que la peur, la terreur change de camp. Vous comprenez?
il faut un jour que on traite les endocolons d'une manière que aucun endocolon encore va essayer de faire plaisir à l'impérialisme. Ça dit qu'on doit faire un traitement exemplaire. Et ce traitement exemplaire devait être quoi? C'est que le Congo devait se mettre ensemble avec le Burundi, tous les pays qui sont actuellement agacés par le Rwanda, devaient se mettre ensemble et donner une correction propre au Rwanda. Mettre le Rwanda hors d'état de nuire. Parce que c'est du terrorisme que le Rwanda fait. Elle se laisse aider, armée par les impérialistes, et comme elle est surarmée, elle est aidée, elle est plébiscitée, elle a tous les moyens, elle ça va maintenant créer la zizanie de désordre chez les autres. Donc c'est un chaos organisé, mais avec un Africain au sein des choses, des ennemis de l'Afrique. Donc c'est toujours le même modus operandi. Rien de nouveau sous le soleil. Nous devons anticiper. Trop c'est trop. Nous connaissons nos ennemis, des endocolons parmi nous, mais nous les laissons toujours prospérer. Alors que eux, leur collaboration crée beaucoup de désolations en Afrique. Et des désolations irrécupérables. C'est-à-dire que c'est qu'on ne peut même pas... les morts, on apporte les morts, comment on appelle ça, à perte de vue. Et aujourd'hui, le Rwanda ils veulent embrouiller le Burundi, après tout ce que le Burundi a fait. Donc, comprenez qu'on doit les mettre hors d'état de nuit, on ne négocie pas avec les terroristes, trop c'est trop. Il faut que le Rwanda comprenne qu'elle doit vivre avec ses moyens, mais pas vivre aux dépens des autres. Et ne pas faire comme l'impérialiste. Donc, l'entreprise dans laquelle elle est, c'est une entreprise qui ne doit plus prospérer. On doit la mettre hors d'état de nuit et faire comprendre que l'Afrique, il faut qu'on soit solidaire. Vous comprenez? C'est la solidarité qui nous manque. C'est pourquoi que les endocolons toujours nous détruisent. Je vous remercie. C'était M. Abou de l'Angleterre. Bye bye Fonan. Bonne continuation et bon début de semaine à tous. Bye bye Fonan. Bye bye. Merci beaucoup à vous, Abou d'Angleterre. Peut-être un mot sur... Vous partagez son avis, l'avis de M. Abou d'Angleterre qui pense que... Parce qu'il a commencé par dire encore et toujours le Rwanda. Ben, je ne partage pas cet avis. Je suis plus de ceux qui vont aller tirer sur le Rwanda n'importe comment. Le Rwanda, c'est devenu un allié objectif dans le cadre de cette lutte. Le Rwanda a beaucoup de choses qu'il peut apporter. Le Rwanda a beaucoup de choses. Aujourd'hui, M. Kagame a même des problèmes avec Mme Mushikiwabo. Donc, parce qu'elle a failli être retournée par les Français pour lui faire un coup d'État lui-même. Vous avez la France qui manœuvre, hein. Si vous prenez la grande géopolitique du Grand Golfe de Guinée, la France qui manœuvre avec les États-Unis au niveau de la RDC. Et nous répétons encore, la population rwandaise, la grande partie de cette population est Hutu. C'est les Hutus qui sont les plus nombreux. Quand vous regardez la population autour du Rwanda, elle est de 11 millions d'habitants. Vous allez au Burundi, vous êtes carrément avec 10 millions d'habitants. Les Hutus, la caste des Hutus, les agriculteurs, c'est carrément 26 millions de personnes. 26 millions. Quand vous prenez les pays où ils sont, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, RDC, tous ces pays-là, 26 millions de personnes. Donc, c'est pas une petite population, c'est une population très importante. Et quand vous prenez le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi, c'est 85% de la population. Donc, les Hutus, ils sont très nombreux. Mais maintenant, cette géopolitique qui vise à fabriquer ce conflit sur la base géoethnique, c'est ce que nous déplorons. Et malheureusement, je dois regretter, pendant un temps, nous, même panafricanistes, on a failli tomber dans le panneau. Et ça faisait partie des stratégies de manipulation de la CIA. Toutes les statistiques qui visent à faire du Rwanda le grand criminel de l'économie congolaise, c'est des statistiques qui ne nous disent pas qu'en fait, les vrais bénéficiaires de toutes ces prédations, c'est les États-Unis. Ce n'est pas le Rwanda qui n'est qu'un intermédiaire. On aurait pu utiliser un autre pays.
Le malheur des Rwandais, c'est d'avoir été simplement à cette position-là. C'est comme si on vous disait, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et loin d'être le mauvais ami. Voilà, loin d'être le mauvais ami, mais vous êtes simplement là parce que les circonstances ont voulu que vous soyez là. D'accord. Et maintenant, le vrai criminel derrière, lui, il est tapis dans l'ombre et personne ne l'accuse. Donc, c'est les États-Unis, la France qui ont alimenté les conflits dans cette zone. Vous savez, quand la Belgique a pris ce territoire, la Belgique n'a jamais pu, après les indépendances, continuer son influence sur cette zone. Il y a d'une part la France de Foccart qui a pris les rênes, et il y a d'autre part la CIA, et vous vous souvenez que c'est Alan Dulles personnellement, patron de la CIA, qui pilotait jusqu'à l'assassinat de Lumumba au niveau de la RDC. Donc la CIA a piloté personnellement et continue de piloter personnellement. La géopolitique Tutsi, qui la développe? C'est la CIA, à travers qui? Yoweri Museveni, qui aujourd'hui a retourné les vestes. Donc, permettons et donnons à Kagame la possibilité de retourner lui également la veste, comme il est en train de le faire. Il faut que Kagame s'entende avec son frère Ndayishimiye. Il faut qu'il trouve un terrain d'entente avec son frère au niveau du Burundi. Il n'est pas possible d'avoir une inimitié entre le même peuple. Je dis bien le même peuple. Le Kinyarwanda et le Kinyarwanda et le Kirundi, c'est la même langue. Je l'ai répété d'entrée de jeu, ce n'est que la musicalité du ton qui change. C'est un peu comme on dit souvent la prononciation. C'est comme par exemple au Cameroun. Vous avez un Basso, vous avez un Bassa. Quand les deux parlent, c'est le Bassa, mais c'est les tonalités qui changent. C'est la même chose quand vous allez par exemple chez les Barombi. La tonalité change, mais quand vous suivez, c'est toujours le Bassa. Donc, ne prenons pas la même chose avec les Abor. Ne prenons pas une différence réelle entre Burundi et Rwanda, c'est le même peuple. Encourager une guerre Burundi-Rwanda, c'est simplement encourager une guerre fratricide, comme fabriquer les colombes. Alors, en quoi est-ce que nous devenons différents des colombes? Nous devons avoir notre approche qui doit être différente. C'est pourquoi moi, je préfère sortir des lectures qui ont toujours opposé le Rwanda avec ses voisins. Le Rwanda ne doit nourrir aucune adversité avec la RDC. Le Rwanda ne doit nourrir aucune adversité avec le Burundi. Il faut que M. Kagame, comme il s'est comporté avec la RCA, qu'il trouve des passerelles avec le Burundi. Et cela, ça doit sortir par une véritable situation, comment on appelle ça, une expiation du génocide rwandais. L'expiation du génocide rwandais, c'est-à-dire une véritable réconciliation de la caste Hutu et de la caste Tutsi. Les Tutsis, c'est les éleveurs de vaches. C'était ça à l'origine. C'était eux chargés de l'élevage. Les Hutus, c'est les agriculteurs. C'est également eux qui faisaient du commerce. Je vous dis qu'il y a une quatrième population. C'est 4 peuples qui constituaient le même royaume et se partageaient le pouvoir de manière rotative en respectant un ensemble de règles définies, parlant la même langue qui se déclinait sous la tonalité. Aujourd'hui, c'est la tonalité là qui change. C'est le même peuple. Pourquoi donc il y aurait une véritable haine entre Ndayishimiye et Kagame? C'est des frères. Monsieur Kagame, parce que c'est par lui que le mal est venu. Mais pas seulement par lui. On oublie que Museveni a également joué là-dedans. Aujourd'hui que Museveni a retourné la veste, tout le monde a oublié que c'est lui qui a apporté les États-Unis, qui est venu avec les États-Unis. Souvenons-nous donc que si Museveni a changé de camp, Kagame peut également changer de camp. Et nous voyons ce que Kagame fait de plus en plus. Kagame a essayé un véritable rapprochement avec la RDC. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ça a été saboté par la CIA. La CIA a intérêt à ce que cette zone s'embrase. Donc, si nous nous alimentons l'idée d'un embrasement Hutu contre la minorité Tutsi
au niveau du Rwanda, Museveni n'acceptera jamais que les Tutsis du Rwanda, parce que quand on va dire il faut que le Rwanda soit attaqué, officiellement vous allez dire Rwanda. Mais officieusement, le message qui est passé, c'est que les Hutus prennent leur revanche sur les Tutsis. D'accord. Et cela va créer une guerre fratricide qui n'est pas pour à l'avantage de Et de toutes les façons, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Je crois que nous allons repartir au standard avec cet autre fidèle téléspectateur au Flowers. Bonjour. Bonjour Pan-African Media. Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs de Pan-African Media. Bonjour à la Queen of Africa, Madame Foutindedi, qui fait honneur au panafricanisme et surtout qui égare le plateau de Pan-African Media avec sa beauté incommensurable. Bonjour à Jonathan Batengene, le rock. Joe, l'homme a un cerveau multidisciplinaire. Je ne sais même pas si c'est un ordinateur de haut débit pour ce panafricanisme. Bachir Ladam, assalamu alaikum. Madame Foutundedi, vous savez, c'est trop facile de dire que Paul Kagame est ci, Paul Kagame est ça, Paul Kagame a fait ci, Paul Kagame a fait ça. Lorsque nous commençons par la RDC, Madame Foutundedi, la RDC on les estrade pour qu'on les juge, mais la RDC n'a pas jugé utile. Museveni a fait de même. Le Burundi a fait de même. Ils ont protégé les génocides. Vous savez, de part et d'autre des montagnes, il y a le Burundi et, comment on appelle, le Rwanda. C'est-à-dire, c'est le même peuple. Et de surcroît, nous, au niveau du panafricanisme, nous demandons l'unité politique de l'Afrique. Donc, ça veut dire que la géoethnie où les gens veulent nous pousser, nous ne voulons pas ça. Parce que nous sommes en train de dire que tous les Africains ont une ethnie de la peau noire. Notre ethnie, c'est la peau noire. Aujourd'hui, vous l'avez dit que le chien méchant, ou bien le seul méchant dans l'affaire, c'est Paul Kagame. Je ne suis pas d'accord. À un moment donné, il faut répondre et faire ce qu'il y a à faire. Si aujourd'hui Kagame se permet, comme on appelle, de rentrer à l'est du Congo, ça peut aussi faire mal. Comme on appelle à la RDC. S'il décide de rentrer au Burundi, c'est aussi pour leur répondre et leur montrer qu'ils ne sont pas, aujourd'hui, ils n'ont pas le monopole de la déstabilisation. Comme la RDC n'a rien fait, qu'on appelle au Rwanda. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui défend bec et ongle, jusqu'à même au péril du pouvoir rwandais, la RDCA. Parce que tous nous savons ici que si aujourd'hui, tout le monde est en train de pointer le doigt, c'est-à-dire la grosse poupée qu'on appelle Etienne, si c'est que dit tout le monde. Si aujourd'hui tous ils sont contre lui, c'est à cause d'un schéma bien déterminé. Ce sont les États-Unis qui sont contre Kagame à cause qu'on appelle de sa protection ou bien de son assistance militaire au niveau de la RCA. Il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, il n'est plus anodin de s'entêter avec les autres parce que Kagame est en train de vouloir revenir. Et n'oublions pas que Paul Kagame, au départ, il était quoi? Un socialiste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait la vision qu'aujourd'hui, la Chine, la Russie, en son temps, il n'avait pas eu de soutien. Si aujourd'hui, il a le soutien un peu partout, il peut revenir. Parce qu'ils disent de bien changer, Paul Kagame aussi peut changer. Tout est possible ici en Afrique. Donc, nous demandons à ce que les nouveaux valets locaux qui veulent remplacer et qu'on appelle Paul Kagame dans son ancien rôle, nous leur demandons de faire taire les querelles intestines et surtout de ne pas s'aventurer sur ce terrain-là. Parce que si Paul Kagame a compris aujourd'hui, c'est à eux de comprendre et de s'asseoir pour résoudre le problème. Parce que vous voyez, si ils se départissent, les Américains, ils vont s'asseoir entre Africains, de là-bas par là, s'entendre. Mais l'important peut
peu difficile de diviser ou régner. Ce n'est que de la division qu'ils arrivent à nous dominer, piller, voler, violer. Un peu. Par rapport à cela, moi, loin de disculper Paul Kagame, je suis en train de ramener la vérité des faits. Et nous avons l'ultime devoir d'interroger l'histoire dans certains faits. Parce que on ne peut pas oublier le génocide rwandais et les génocidaires du Rwanda pour que dans l'histoire ça ne se répète plus. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut comprendre la position de Paul Kagame. Nous serons très heureux que Paul Kagame revienne réellement et qu'il s'asseye avec ses frères et que ses frères même comprennent qu'en réalité le chemin qu'ils veulent emprunter n'est pas le bon. Et ils vont s'entendre, s'asseoir comme chez nous en Afrique et construire qu'on appelle une nouvelle base de relations saines, basée dans la clarté, c'est-à-dire dans la simplicité et surtout dans la confiance. Parce qu'aujourd'hui, sans ça, le panafricanisme ne peut pas évoluer et la race noire risque gros si l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale ne se réunit pas. Madame Foutoundé dit, je ne saurais terminer mon propos sans aborder la guerre au Gaza, c'est-à-dire l'anthropophagie qui s'organise du côté de Gaza, où les institutions dites internationales, Transparency International ou bien Transparency International, aujourd'hui devenue Transparency International, sont en train de se taire par rapport à un crime à ciel ouvert qui est en train de s'organiser au niveau du Gaza. Où sont passées les institutions qu'on appelle internationales de droits de l'homme, de crimes contre l'humanité, de tout ça. Je salue de passage qu'on appelle les initiatives du gouvernement sud-africain qui est en train de mettre à nu tous ces dirigeants, toutes ces institutions internationales qui se disaient des droits de l'homme, et on verra la fin de ces institutions-là. Parce que avec la chute du bloc de l'Ouest, avec la chute du bloc de l'Ouest en faveur du bloc de l'Est, nous sommes confiants que c'est le siècle de l'Afrique, que c'est vraiment le moment où que l'Afrique puisse bénéficier de ses ressources humaines, de ses ressources naturelles et de ses ressources qu'on appelle agricoles. Pan-African Media, une Afrique unie et meilleure. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sidi, depuis le Bénin. Merci de nous avoir rappelé. Alors, finalement, il faut fouetter, il faut peut-être utiliser la technique de la bâton, autant pour moi, de la carotte et du bâton pour ces pays frères qui ne veulent pas entendre raison. Jonathan. Ce qu'il faut simplement, c'est les encourager à s'asseoir sur la même table. On cesse de les encenser dans des logiques guerrières. On donne raison au Burundi, on donne raison au Rwanda, on encourage les multinationales à piller le territoire de RDC en utilisant le Rwanda comme bouc émissaire. Qu'on arrête de faire la politique de ceux qui veulent créer, exactement comme disait mon frère Sidi, diviser pour mieux régner. Ils ont eux-mêmes fabriqué d'abord un mensonge à partir duquel ces pays se définissent. On prend des castes. On vient, on voit les agriculteurs. Vous vous appelez Hutu dans le village. De toute façon, on voyait celui-là, agriculteur, on dit que Hutu, c'est celui qui fait l'agriculture, celui qui fait le commerce, celui qui est artisan. On dit Hutu. On va chez l'autre, on regarde, on dit, celui-là, il fait l'élevage. Watutsi. Tutsi, donc comme c'est l'éleveur de vaches, il dit non, c'est les tribus. Tous les éleveurs de vaches sont devenus une tribu. Kagame, c'est le chef de la tribu des éleveurs de vaches qui compose au pouvoir. On lui dit, il ne faut pas aimer le gars, l'agriculteur que tu vois là-bas. L'agriculteur, c'est un méchant. Quelle est la cohérence derrière? Il n'y a aucune cohérence. Aucune cohérence, si ce n'est créer une division pour mieux dominer ce territoire. Et ceux qui y ont cru, nous-mêmes Africains, quand vous suivez les médias mensonges d'Occident, qu'est-ce qu'on nous a servi comme? On dit non, le problème au Rwanda, c'est une guerre entre Hutu et Tutsi. Non, le problème au Rwanda, c'est une guerre entre Hutu et Tutsi. Non, le problème au Burundi, c'est une guerre entre Hutu et Tutsi. Non, le problème en RDC, c'est la diaspora Hutu qui est arrivée, qui menace la diaspora Tutsi. En Ouganda, il y a les Tutsis. Tu vous dites, mais quelle est cette tribu Tutsi? Eux, ils parlent quoi?
Or, c'est le même peuple. Le même peuple. Si vous prenez donc une fédération dans laquelle vous avez les deux peuples, vous savez à combien de personnes vous vous retrouvez? Près de 50 millions de personnes. D'accord. Près de 50 millions de personnes. Et les États-Unis et la France les divisent. Comme on dit au Cameroun, ils les malaxent à toutes les sauces. On prend les uns, on met ici en RDC, on dit non, vous vous appelez maintenant FDLR, non, Ouazalendo. Ceux-là, on met là-bas, on dit non, vous avez tel autre nom. Mon frère, tout à l'heure, Charlie a donné le nom. On vous donne des noms bizarres, des identités bizarres. On vous dit le pays ne vous appartiendra que lorsqu'il sera dirigé par un agriculteur. Non, ça sera votre pays lorsque ça sera dirigé par un éleveur. Quelles sont ces représentations? C'est pourquoi j'insiste sur l'anthropologie de ces peuples. Même les pygmées qu'on a marginalisés aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Ces peuples ont été dirigés par les Touas, qui étaient les pygmées. Il y a le quatrième peuple. C'était une organisation avec 4 peuples. 4 peuples. Cet équilibre a été rompu. Ce que nous devons faire, c'est ramener cet équilibre. Cette partie de l'Afrique ne peut pas être gérée sans cet équilibre originel. On ne peut pas avoir une géoethnie qui crée un axe frontal entre Hutu et Tutsi. Il y a 4 grandes composantes qui faisaient ce peuple. Il faut que les 4 grandes composantes soient remises dans leur souveraineté et que ces 4 grandes composantes travaillent ensemble. D'accord. Nous, c'est la solution africaine, panafricaniste que nous proposons. Pour que cela soit possible, il faut que le président Kagame sorte totalement de la manipulation occidentale dont il a été l'objet et qu'il prenne le chemin résolu de la paix en allant désarmer lui-même les groupes armés qui, eux, veulent trouver refuge sur son territoire. Si jamais les accusations du Burundi sont fondées. Tout à fait. Voilà. Si jamais. Alors, au standard, nous avons un autre panafricaniste qui souhaite apporter sa petite contribution. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, monsieur Batengene. Je vous écoute ce matin. En tout cas, moi, je suis peiné de voir que les Africains se laissent manipuler de cette manière. L'Afrique est-elle habitée par des peuples barbares? C'est la question que je me pose. Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui assis sur d'énormes ressources et que nous ne savons même pas qu'est-ce que nous devons faire? Mais on est assis sur d'énormes ressources et nous nous laissons manipuler par un peuple minoritaire. Parce qu'aujourd'hui, les Africains dans le monde, c'est-à-dire le peuple noir panafricain, ils sont aujourd'hui plus nombreux que même les autres peuples dans le monde, les occidentaux. Nous formons à peu près combien? 34 millions de kilomètres carrés. Et nous ne pouvons pas nous entendre. Mais comment M. Kagame peut se laisser manipuler de cette manière? Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Batengene sur ce qu'il est en train de dire. Mais il est aujourd'hui à la tête qu'on dit pays, c'est une petite région de l'Afrique centrale. Mais il cherche à déstabiliser toute l'Afrique centrale par ces genres de comportements. Mais je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État de l'Afrique centrale, même de l'Afrique de l'Est, ne peuvent même pas avoir aujourd'hui, je veux dire quoi, une influence sur ce monsieur. Et qui se laisse manipuler. Et aujourd'hui, il est à la botte des Occidentaux pour déstabiliser toute une région à cause des grandes ressources qui sont au Congo et dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, monsieur Kagame est devenu plus colon que les colons eux-mêmes. Vous voyez? Il a même l'idée aujourd'hui, toutes ces idées sont aujourd'hui portées sur quoi? Sur les ressources, sur l'argent.
Or, l'Africain, ce n'est pas ça. L'Africain, d'abord, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'il a le sens humanitaire avant même de penser à l'âge. Dans l'explication de M. Batengene, il disait que c'est 4 peuples. Mais les 4 peuples peuvent cohabiter ensemble, peuvent même vivre ensemble. Moi, je suis peiné de voir que le génocide rwandais qui s'est passé, ils se sont laissés manipuler par les Européens afin de s'entretuer. Tout cela, aujourd'hui, est derrière nous. Mais aujourd'hui, il veut chercher encore que nous continuions à aller encore dans un autre génocide. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas que M. Kagame puisse s'agir. La sagesse, ce n'est pas, c'est quelque chose de très important dans nos contrées africaines. Moi, je ne comprends pas pourquoi il peut se lever, aller attaquer un autre pays qui est le Burundi, un autre peuple qui est le Burundi, qui est le même peuple que le Rwanda. Je ne comprends pas. Mais si c'est les ressources qu'ils doivent partager, qu'ils partagent avec son frère d'Algérien, c'est tout. Est-ce qu'on a besoin des armes pour ça? Est-ce que nous fabriquons des armes en Afrique? Est-ce que nous fabriquons des armes en Afrique? Les armes que nous prenons chez les Blancs devaient nous prendre pour nous protéger, même nous protéger nous-mêmes, son pays, Rwanda, et protéger les autres pays autour de lui. Mais pourquoi aller prendre ces armes-là pour attaquer ses frères? Je ne comprends pas. Mais quand moi je réfléchis, je dis, les Africains sont-ils des barbares ou pas? Mais je ne comprends pas. En tout cas, moi, je suis peiné. Ce matin, en tout cas, ce débat ne devait pas ne devait pas être. En principe, on devait s'entendre et vivre comme ce que le Mali et le Niger et le Burkina sont en train de faire. Et tous ces peuples-là sont réunis aujourd'hui pour faire une confédération. Et cette confédération va donner, en tout cas, un pôle à l'Afrique de l'Ouest. Et même d'autres qui vont s'ajouter. C'est cela qui devait être fait en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. C'est ce qu'on devait faire. Mais vivre dans un petit pays comme le Rwanda et dire que qu'on appelle je suis puissant, mais il y a le président Gbagbo qui disait un jour que quand il est parti en Chine et que donc à jouer l'hymne national de Chine, mais il se trouvait tout petit par rapport à la grande Chine, qui est plusieurs régions. Ouais. Donc je vous laisse là, merci beaucoup et merci pour cette émission. Continuez comme ça à sensibiliser les Africains pour qu'ils puissent comprendre que la guerre ne sert à rien, mais il faut s'entendre. Merci beaucoup. Voilà. Participer à cette édition de la quotidienne, première livraison comptant pour cette autre semaine du mois de janvier 2024. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Une courte pause s'impose pour se retrouver sur les gradins, je crois, du côté de Yamoussoukro. Et il est dans ce plateau, il s'agit bien sûr de Hervé Pondia pour la rubrique sport, je dirais la rubrique Cannes. Circonstances oblige. Bonjour Hervé, bienvenue. Bonjour Foundedi, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à Jonathan Batengene qui est présent dans ce studio. Merci et bonjour également à nos techniciens qui œuvrent mains et pieds pour la réalisation de ce programme de la quotidienne. Alors nous y allons au pas de course. Information oblige, actualité oblige. Nous parlons des Lions indomptables du Cameroun qui descendent donc dans l'arène ce 15 janvier 2024. Justement, vous faites bien de le préciser, les Lions indomptables engagent les campagnes aujourd'hui face notamment à la... Campagne ou périple? C'est que vous souhaitez de toutes les façons, campagne périple, certainement on aura la finalité à la fin de la rencontre de ce soir face à la Guinée-Conakry. D'ailleurs, il faudra le mentionner. Certes, le capitaine Vincent Boubacar n'est pas dans les rangs, mais le manager sélectionneur Rigobertson a trouvé des palliatifs pour combler ce vide-là. Notamment, nous avons le 11 probable, provisoire, si on peut le dire ainsi, et qui a été déjà pointé. Nous avons notamment en affiche
un certain Karl Touré Kambi qui devra forcément jouer de ce côté-là. Et sur le côté, on aura certainement Kevin Koudou qui pourra jouer sur le côté, et Clinton John qui prendra également un autre côté. Mais quand on revient notamment dans la confrontation des deux équipes, on se rend compte qu'en 8 confrontations, le Cameroun a 3 victoires pour 3 nuls et 2 défaites face à la Guinée-Conakry. Donc c'est sensiblement équilibré pour les deux nations. C'est quelque chose qui va se décider au terme des 90 minutes. Donc il va falloir être présent dès le coup de sifflet, dès le coup d'envoi. Dans le coup d'envoi. Et parlant justement du joueur Abou Chouchou, Oui. Voilà, il y a quand même des nouvelles qui sont prometteuses, Oui. selon le spécialiste médical. Oui. Je crois que dans un délai de 7 jours, on saura peut-être fixer si oui ou non Il participera ou pas. continuer la compétition ou pas. Justement, on sera vraiment fixé après cette observation si Vincent Boubacar pourra le faire. Mais certainement, peut-être il risquera de manquer la deuxième rencontre des Lions indomptables face au tenant du titre sénégalais. Nous restons avec les Lions indomptables. On dira c'est une rubrique sportive à la camerounaise aujourd'hui. Oui, nous sommes africains, nous sommes le continent et fiers de l'être. Zéro humility pour quelques secondes. Alors, il y a, je ne sais pas si j'appelle ça la polémique, l'avion de la star, André n'aurait pas finalement encore atterri à Yamoussoukro à l'heure prévue. Yeah. Problème de climat. Des amis là-bas, des correspondants là-bas sont sur le tarmac et attendent André Onana à la descente de l'avion. C'est certainement un problème un problème climatique, météorologique, comme vous l'avez précisé, Foundidi. Ce sont des aléas de la nature, on n'y peut rien. Quand le climat n'est pas bon, l'avion ne peut pas atterrir. C'est mieux d'attendre quand l'atmosphère est dégagée pour que l'avion puisse faire son atterrissage sans heurts. Vous avez insisté, vous l'avez tué. Voilà, justement, pour éviter ce genre de problème, c'est mieux d'attendre que tout soit mis à la norme pour que l'international camerounais puisse rejoindre les autres. Mais déjà, il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire en fait. C'est déjà ça. C'est déjà ça de toutes les façons. Donc, déjà ça. Il sera avec les autres forcément au coup d'envoi. Au coup d'envoi, et puis il y a toujours au Cameroun avec un carnet noir. Ouais. Nous avons beau jubilé, mais il faut toujours se rappeler que tu es poussière. Et tu retourneras poussière. Le football camerounais est donc en deuil. Vous nous dites que Bertin Olé est vraiment olé. Justement, Bertin Olé, le capitaine des U20 en 1981 avec l'équipe nationale des U20, a tiré sa référence samedi dernier. Il souffrait d'un problème d'estomac. Il en avait d'ailleurs fait un SOS pour obtenir des soutiens de la part de ses confrères, de ses anciens collègues pour subir cette opération-là. Malheureusement, cette maladie a eu raison de lui. Il a rendu l'âme samedi dernier du côté de la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé. On le rappelle, il est vainqueur de la Coupe d'Afrique 1998 remportée par l'équipe nationale du Cameroun. Il a quitté les Lions en 90. Il a pris sa retraite notamment avec cette équipe nationale. C'était juste 8 participations pour 3 buts avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que mon côté géopolitique me colle à la peau. J'ai envie de poser la question comme ça. C'est pas dans le cadre de cette émission de la quotidienne, mais ça rentre dans mon combat quotidien. Qu'en est-il de l'après-légende musicale, sportive, surtout au Cameroun? Là, j'interpelle le ministère de la Culture et les différents ministères de sport. Et j'en passe. C'était une parenthèse. Merci beaucoup à vous, Hervé Mpoundia. Merci, Foundedi. Merci également aux millions de téléspectateurs qui ont pris le plaisir de nous écouter. Vous n'avez rien à nous dire? Certainement, on reviendra dans l'après-midi là pour l'écho de la CAN. D'accord. Pour partager les grands moments de cette 34e édition de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire avec les téléspectateurs d'ailleurs qui de plus en plus sont fidèles à cette émission-là. Merci beaucoup. On se retrouve donc tout à l'heure dans le cadre de l'écho de la CAN. Sinon, demain, c'est un autre jour avec certainement une émission assez spéciale, peut-être victoire des Lions indomptables. C'est le continent qui gagne. Jonathan Batengene, stop et fin de cette édition de la quotidienne. Merci d'avoir été là, comme toujours. Toujours un plaisir et puis rendez-vous demain, même heure, même canal. Et à tous les panafricanistes,
Nous savons qu'il y a eu une habitude, hein, frapper sur Kagame. Ça a été une habitude. Mais ils doivent savoir que Kagame, aujourd'hui, il change un peu de cap. Et nous devons nous adapter. C'est vers là que nous tendons, quand même. Nous avons porté le président Idriss Déby Itno, le digne maréchal, qui est devenu un des fervents défenseurs du panafricanisme. Nous aurions besoin des révélations de M. Kagame, parce que si Kagame il ouvre son van, comme on dit souvent, ça va sentir mauvais. Ah oui. Allez, demain c'est un autre jour et j'ai envie de vous dire ce matin, Ombregadio ou encore Ikena.